La 21e conférence sur le climat se poursuit à Paris. La Côte d'Ivoire est bien représentée dans la capitale française. Des stands ont été dressés. Ils ont été visités aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. L'enjeu de la COP21 qui se tient à Paris est l'adoption de mesures contraignantes pour la réduction des gaz à effet de serre. Mais les décisions prises seront-elles respectées? Les pays développés étant eux-mêmes de grands pollueurs. Dans quelques instants, l'analyse d'Abou Sanogo. Nous sommes le 1er décembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Des progrès ont été faits dans le domaine de la recherche. Nous aurons des progrès au niveau de la Côte d'Ivoire dans cette édition. Le Burkina Faso a un nouveau président, il s'appelle Roch Marc Christian Kaboré. Il a été élu hier dès le premier tour avec plus de 53% des suffrages. Son principal rival, Zéphirin Diabré, a reconnu sa défaite. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. La 21e conférence sur le climat se poursuit à Paris. La Côte d'Ivoire est bien représentée dans la capitale française. Des stands ont été dressés, ils ont été visités aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, qui conduit la délégation ivoirienne. Abiba Dambélé Saoué est notre envoyé spécial à Paris. Du 30 novembre au 11 décembre, l'avenir de la planète se décide à Paris. 150 chefs d'État, à travers leurs déclarations, unissent leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux aux côtés de ses pairs africains. Le président ivoirien s'est engagé à poursuivre les efforts de la Côte d'Ivoire face à la menace que représentent les gaz à effet de serre. Il l'a réaffirmé lors de sa visite au stand Côte d'Ivoire, situé au pavillon numéro 2. L'Afrique est en force pour marcher vers un monde plus propre, n'est-ce pas, et avec des énergies renouvelables, et surtout avec des financements, n'est-ce pas, pour nous permettre de nous industrialiser à notre tour, mais de ne pas contribuer à la pollution mondiale. Nous faisons très peu d'ailleurs, le continent a une contribution de 3 à 4%. Bien évidemment, les grands pays pollueurs, les 14 grands du G20 font 80%. La pollution mondiale. Et nous voulons qu'il y ait un accord à cette conférence. C'est important. D'abord, ça montrera que le monde est solidaire de la France après ces attentats terribles que donc la France a vécu et que nous devons également faire en sorte que cet accord soit contraignant, soit révisable en le renforçant et qu'il y ait des financements au bout pour permettre aux pays en développement, aux pays émergents de pouvoir se développer avec de l'énergie propre. Nous connaissons les conséquences nombreuses chez nous, les pluies diluviennes, un peu de sécheresse ici et là, l'érosion maritime, tous ces fléaux. Nous devons tout faire pour que l'augmentation des températures soit contenue à 1,5 – 2 degrés au maximum Celsius. Nous sommes optimistes, nous pensons que nous devrions avoir un accord. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030 et cette proportion pourrait atteindre 36% si un appui financier était obtenu. D'ores et déjà, le président français François Hollande a annoncé ce mardi un plan pour l'Afrique, 2 milliards d'euros pour aider le continent à se lancer dans les énergies renouvelables. Ce financement s'ajoute à la promesse d'un fonds vert d'un montant de 100 milliards de dollars par an. La Côte d'Ivoire compte également porter sa part d'énergie renouvelable dans son mixte électrique. Et en marge de la COP21, le président Alassane Ouattara a eu une série d'activités. Il a rencontré aujourd'hui le Premier ministre français Manuel Valls et visité la Fondation Charles de Gaulle à Paris. La vie, le parcours de l'ancien président français, président de la 5e République, a été raconté au président ivoirien. La naissance de Charles de Gaulle en 1890, ses combats, son appel à la résistance et son décès en 1970, tout a été retracé au visiteur du jour, le président Alassane Ouattara.
Et en bref, je rappelle que l'Afrique qui subit les effets du réchauffement climatique était à l'honneur aujourd'hui. Ce mardi, donc deuxième jour des travaux, un mini-sommet consacré au continent a été organisé. Et la France, on l'a entendu dans le reportage d'Abiba Dambélé Saoué, a promis d'apporter une aide de plus de 1300 milliards de francs CFA d'ici à 2020 à l'Afrique pour développer l'énergie renouvelable. L'enjeu de la COP21 qui se tient à Paris est l'adoption de mesures contraignantes pour la réduction des gaz à effet de serre. Mais les décisions prises seront-elles respectées, surtout que les grandes puissances, ces pays développés, sont eux-mêmes de grands pollueurs? Voyons l'analyse d'Abou Sanogo. La France accueille depuis ce jour la conférence sur le climat. C'est une échéance cruciale, puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord contraignant et universel sur le climat, applicable à tous les pays dans l'objectif de maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 2 degrés. L'enjeu clé de cette rencontre, c'est le financement des politiques climatiques. Et il s'agit donc de limiter le dérèglement climatique à 2 degrés d'ici à la fin du siècle par rapport à la période pré-industrielle. Comment cela peut être possible quand les grandes puissances demeurent elles-mêmes grands pollueurs? La Chine et les États-Unis d'Amérique, les 2 premiers émetteurs de gaz à effet de serre, se sont fixés de nouveaux objectifs concernant leurs émissions, pressés par l'urgence d'un accord mondial à la conférence climat à Paris. La Chine, premier émetteur mondial, s'est fixé l'objectif d'un pic de ses émissions de gaz à effet de serre autour de 2030 avec l'intention d'essayer d'y arriver plus tôt. Les émissions de gaz carbonique pour la capitale de la Chine dépassent désormais celles de l'Union européenne. De leur côté, les États-Unis d'Amérique se sont engagés sur une réduction de 26, voire 28% de leurs émissions d'ici à 2025 par rapport à 2005. Ces 2 pays représentent donc plus de 40% du total des émissions. Par ailleurs, avec la montée des pays émergents, il existe maintenant des pollueurs importants sur tous les continents. Et il est donc légitime que tous les pays contribuent au financement du Fonds mondial d'adaptation. Mais les pays riches constituent toujours l'immense majorité des plus grands pollueurs du monde. Les négociateurs des 195 parties devront trouver un accord pour réunir 100 milliards de dollars par an à compter de 2020. L'Afrique a des attentes. Le continent attend beaucoup de la COP21. La Côte d'Ivoire aussi. Des Ivoiriens se sont donc prononcés au micro de nos reporters. Je vous propose de les écouter. Éviter le réchauffement climatique de la planète au seuil de 2 degrés. L'enjeu, entre autres, des discussions lors de la conférence de Paris sur le climat. Dans les rues d'Abidjan, la question préoccupe les effets pervers des variations du climat dues au changement climatique. On en a bien conscience. Les usines, les gaz, aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas respirer. Et ce sont ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui, le climat même a changé. Aujourd'hui, il pleut, demain, il fait chaud, on met un peu des forêts. Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de trucs climatiques, c'est par rapport à tout ceci. Et donc, si nous n'avons pas cette idée de pouvoir quand même faire de sorte qu'il y ait encore de la forêt, aujourd'hui, nos enfants, nos arrière-petits-fils ne connaîtront même pas 1 hectare de forêt dans ce pays. Mais la COP21, c'est la prise de résolution contraignante à l'encontre surtout des grands pollueurs. L'optimisme sur la question n'est pas partagé. Ils sont plusieurs à espérer que l'Afrique bénéficiera enfin de mesures spécifiques. Personnellement, pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'est ceux qui ont détruit la nature, c'est ceux-là même qui sont encore réunis là-bas. Mais est-ce qu'ils vont perdre de vue leur intérêt? Les pays développés, dits développés, produisent des gaz à effet de serre et polluent vraiment l'atmosphère. C'est à eux vraiment de prendre des décisions vraiment réelles. À l'instar des Ivoiriens, toute la planète a le regard tourné vers Paris, d'où viendront peut-être des solutions salvatrices pour une planète en danger. Reportage réalisé par Franck Quadio et noté pour finir complètement sur le sujet que la COP21 ouverte hier à Paris s'achèvera le 11 décembre prochain. Les parties devront convenir d'un nouvel accord international sur le climat. L'objectif est clairement affiché, maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius.
Toujours au chapitre environnement, direction Yopougon, où les populations vivant au nouveau quartier vivent un calvaire, la cohabitation avec les eaux usées qui ont envahi le quartier. Conséquence, plusieurs maladies. Les populations souffrent, notamment de la fièvre typhoïde. Roger Appé, Gabriel Zani. Écoulement d'eau usée dans les concessions, encombrement des caniveaux, des regards bouchés, le tout auréolé d'odeurs suffocantes. C'est le visage actuel de ce quartier de la commune de Yopougon. Appelé nouveau quartier, l'endroit faisait autrefois la fierté de la commune par la qualité d'assainissement. Mais aujourd'hui, le lustre d'antan n'a plus droit de citer. Elisabeth Kwa y habite depuis 30 ans. Ce n'est pas vraiment de gaieté des cœurs qu'elle dépeint cette situation. On n'arrive pas à dormir, à les moustiques. Tous les jours, les enfants sont à l'hôpital, la fièvre. Ils ne savent pas comment faire. Au dit des riverains, cela fait un peu plus de 6 mois que les populations sont contraintes à vivre dans ces odeurs nauséabondes des eaux usées qui n'émanent plus seulement des égouts, mais aussi des douches et toilettes. Impuissante face à la situation, elle crie au secours. On appelle la SODECI dit eux ne peuvent rien faire pour nous. Parce que les gens ont construit sur des regards. Donc c'est nous qui vivons le calvaire avec nos enfants. Quand mes clients viennent manger ici, ils se plaignent. Surtout quand il pleut, même on ne peut plus même. Vraiment, on va le maire, on n'a qu'à voir cette situation. On lui demande pardon, on est fatigué. Comme on peut le constater ici, ce caniveau d'évacuation d'eau pluviale de 1,5 m de profondeur est complètement bouché par le sable. Les jeunes du quartier tentent autant bien que mal de trouver une solution en le débouchant, mais n'y change rien. Comme tout le temps, le caniveau est débordé. Vraiment, l'eau coule partout au quartier. On ne peut même pas rentrer quand il y a la pluie. C'est ainsi que nous, les jeunes, on a décidé de nettoyer le caniveau pour pouvoir au moins circuler dans le quartier. Parce qu'on a attendu longtemps, bon, personne ne vient. Dernièrement, le directeur technique de la mairie est venu et ils ont pris note avec même le directeur de l'assainissement de SODECI. Ils ont vu nos difficultés. Jusqu'à présent, bon, vraiment, rien n'est fait. Projet sur la situation, le directeur des services techniques de la mairie donne les explications. Dans ce quartier, il y a le réseau d'assainissement qui existe. Il est fait pour recueillir et véhiculer et drainer les eaux de ménage à partir des maisons. C'est un réseau enterré. Mais il se trouve que la SODECI, à l'état actuel, ne peut pas entretenir ce réseau. Les gens ont construit sur le réseau, c'est-à-dire où passent les canalisations. Il y a des maisons qui ont été érigées sur ces ouvrages. Pour faire sortir les populations de cette impasse, la mairie annonce plusieurs mesures pour les jours à venir. En ce qui nous concerne, nos mairies, c'est de faire en sorte que tout ce qui occupe l'emprise, on les dégage. Juste en aval du point de stagnation des eaux, il y a une occupation anarchique qui est faite par des vendeurs de bois. Nous, la mairie, nous a chargé de les faire partir. En attendant ces solutions, les populations de Yopougon, nouveau quartier, vivent ici, la mort dans l'âme, à la recherche de logements décents à moindre coût. Et espérons que cette situation sera réglée au plus vite pour le bien-être des populations de Yopougon, nouveau quartier. Comment avancent les travaux de l'autoroute de Grand Bassam? Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan veut se faire une idée. Il s'est rendu sur le site hier en compagnie des ministres des Infrastructures économiques et du Budget. Le chef du gouvernement ivoirien s'est imprégné de l'évolution des travaux. Les finitions sont en cours. Il a pu voir notamment la sécurisation des abords, l'aménagement du front de mer. Le Salon international de l'architecture et du bâtiment a ouvert ses portes aujourd'hui. Le Premier ministre a assisté au lancement de la 5e édition Archibat 2015. Le thème retenu, faites-le avec l'architecte Sidonie Davila. 5 ans déjà que le Salon international de l'architecture et du bâtiment, Archibat, se positionne comme un passage obligé pour tous les acteurs majeurs du bâtiment. Faites-le avec l'architecte. Le thème de cette année invite à une sensibilisation du grand public à recourir à l'architecte dans tout projet de construction. Faites-le avec l'architecte, loin d'être un slogan, s'inscrit dans la problématique de la qualité, de l'optimisation de l'acte de bâtir et de l'ouvrage pour un mieux vivre de la population. J'entends encore la rengaine
l'architecte est cher. Il n'y a pas un architecte pour riches, pas un architecte pour pauvres, il y a un architecte pour l'ensemble de la société. Et les honoraires d'architecte s'adaptent à toutes les situations. Mais le sujet fait débat. J'ai saisi cette occasion pour inviter les architectes à se rapprocher des populations, car très souvent, ils sont vus comme des professionnels inaccessibles, réservés à une classe sociale supérieure. Cette perception doit être dépassée ou brisée pour que de plus en plus les populations de classe moyenne puissent s'adresser à vous pour tous leurs projets immobiliers et bien sûr le faire avec vous. Je vous invite donc à trouver des mécanismes simples et novateurs en vue de définir des honoraires accessibles pour les maisons ordinaires. Au cœur de cette édition, pour conseiller et orienter, les architectes veulent réussir le pari de réaliser des habitats aux normes économiques et durables, initiative appréciée par le gouvernement. C'est une vitrine importante pour tous les métiers du bâtiment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je disais tantôt, on a l'habitude de dire que quand le bâtiment va, tout va. Et je suis heureux que ce travail avance. Les Ivoiriens ont besoin effectivement de logements. Le déficit de logement en fait autour de 500 000 logements, 500 000 unités. Donc il faut construire vite et bien, mais à des coûts qui soient des coûts acceptables pour la population, la grande masse de la population. C'est la raison pour laquelle en fait il y a ce débat au niveau des architectes. Je voulais donc encourager nos nationaux. On a vu des nationaux dans le domaine de la menuiserie par exemple faire de belles choses, dans le domaine de la décoration, de manière à ce qu'on ait donc un ensemble de corps qui puissent nous permettre donc d'avoir des bâtiments de tout niveau, de qualité, ici au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Des innovations de taille sont enregistrées, l'ouverture d'une école d'architecture prévue pour ce mois de décembre et l'introduction d'éthique pour permettre une visite du salon via un smartphone par une application. L'administration douanière vient de s'offrir 2 scanners mobiles. Le coût, plus de 2 milliards de francs CFA. Ces équipements serviront à vérifier les déclarations communiquées par les opérateurs économiques, nous explique l'enseignant Bakayoko et Jean-Jacques Wamiala. Les scanners mobiles sont dédiés au contrôle à l'exportation des marchandises à conteneurs. Ils vont contribuer à rendre plus efficace le dispositif de lutte contre la fraude sur les produits de rente et à améliorer les recettes douanières. Avec le contrôle non intrusif, les délais de traitement des marchandises et leurs coûts seront largement réduits au bénéfice des opérateurs économiques. À ce titre, il s'agit d'un instrument non seulement de lutte contre la fraude, mais aussi un instrument de facilitation. Ces scanners sont les premiers d'une série. L'objectif à terme étant de parvenir à équiper tous les bureaux frontières. L'installation des scanners à région X au bureau frontière permettra également de doper la lutte contre la criminalité transfrontalière. En tout cas, le gouvernement est déterminé à accroître les moyens d'intervention et surtout à doper les services douaniers de ressources conséquentes. Le gouvernement, en vous responsabilisant pleinement, attend de votre part des résultats à la hauteur des investissements. Je vous engage donc à conforter le gouvernement dans son choix et vous assure une fois de plus qu'aucun sacrifice ne sera de trop lorsqu'il s'agit de vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Les investissements consentis sont lourds, 2,8 milliards de francs CFA pour les scanners et environ 1,5 milliard pour les autres commodités. Ces équipements attestent une fois de plus les efforts considérables consentis ces derniers temps par le gouvernement pour accompagner l'action des douanes à travers notamment des dons de véhicules, la rénovation des bureaux frontières et la réhabilitation des casernes. Les résultats sont là. À fin octobre 2015, les recettes douanières sont estimées à 1 219 milliards de francs CFA, une hausse d'environ 28% par rapport à l'année dernière. Après la cérémonie d'inauguration de la fibre optique entre Grand Bassam et Bouna, les membres du gouvernement ont participé à la première séance de téléprésence dans les locaux de la primature. La téléprésence est un système de réunion à distance qui permet aux participants d'interagir en temps réel. Voyons cela avec notre reporter Christelle Mena.
Inauguration Backbone Est, la nouvelle ligne de fibre optique Grand Bassam-Bouna et aussitôt une séance de téléprésence entre des membres du gouvernement et des autorités préfectorales des régions du Gontougo et du Bounkani. Je vois qu'aussi vous avez réuni donc les autorités autour de vous. Vous pouvez les présenter rapidement? Je suis ici dans cette salle avec les préfets du département de repos, Téni, Nation, ainsi que le représentant du conseil régional, son directeur de cabinet et le représentant du maire de Bouna. Son, images, interaction en temps réel, un système de réunion à distance à ne pas confondre avec la visioconférence. Dans un dispositif de téléprésence, toute la scène est filmée simultanément par plusieurs caméras. Le confort et la qualité d'écoute sont nettement améliorés et on a le sentiment de participer à une réunion ordinaire. Premier bénéficiaire de cette technologie, la gouvernance électronique, en vigueur depuis plus de 3 ans dans l'administration ivoirienne. C'est une évolution importante pour notre administration. Cela permet d'échanger des fichiers en temps réel, d'échanger des documents en temps réel et de discuter dans le même temps sur ces documents. Donc ce sont des évolutions que nous mettons à la disposition de notre administration qui, sans aucun doute, vont permettre à cette administration d'être plus efficace. Le district du Zanzan est déjà dans l'émergence. C'est un outil précieux qui va permettre à nos autorités locales de pouvoir s'adresser directement à Abidjan, à leurs différentes autorités aussi. Et ça, c'est très important. Désormais, nous pourrons en direct discuter avec les préfets et apprécier les situations. Vous imaginez ici, pendant les périodes électorales, d'avoir les 31 préfets des régions, chacun dans leur bureau. C'est un outil très important qui permet de nous rapprocher des centres de décision et donc ce sera plus d'efficacité. C'est un don de la compagnie chinoise Huawei, 3 kits de téléprésence désormais à disposition dans les locaux de la présidence de la République, de la primature et du ministère de l'Intérieur. La Corée du Sud veut renforcer sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire. Elle a donc obtenu un forum des affaires à Abidjan en collaboration avec le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'objectif, échanger avec les hommes d'affaires ivoiriens Michel Touré, Justine Seydike. La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud renforcent leur coopération économique. La Corée du Sud entend accroître ses échanges commerciaux qui se chiffrent à 220 millions de dollars en 2014 avec la Côte d'Ivoire. Le bureau de l'Agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement appelé COTRA s'ouvrira à Abidjan en février 2016. Un forum d'affaires pour témoigner de ce partenariat. Il intervient après celui de Séoul durant la visite du président Alassane Ouattara en octobre 2014, visite qui a vu la signature de plusieurs accords. L'accord cadre de COICA, l'accord de protection et de promotion d'investissement et l'accord pour la coopération industrielle et de commerce et l'accord de prévention de la double imposition qui est à sa dernière procédure. Et je suis heureux qu'un forum soit tenu ici en Côte d'Ivoire et je pense qu'à cette occasion, nous pourrions renforcer l'entente mutuelle et développer davantage l'échange entre nos deux pays. La Corée du Sud, 13e économie mondiale, est un modèle de réussite pour la Côte d'Ivoire avec qui elle coopère depuis 1961. C'est un partenaire traditionnel de la Côte d'Ivoire. C'est une puissance mondiale qui véritablement a fait les preuves de sa performance. Et donc, si tant est qu'ils sont intéressés par les opportunités que nous offrons, ce serait une bonne chose pour nous de pouvoir en profiter. Pour convaincre davantage les investisseurs coréens, les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire se présentent comme la panacée. Nous sommes le 1er décembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Des progrès ont été faits dans le domaine de la recherche, de nombreux traitements existent, mais on ne guérit pas encore du sida. En Côte d'Ivoire, les chercheurs sont aussi à la tâche pour trouver le remède contre la pandémie. Leurs travaux sont pris en compte par l'OMS. Faisons le point des recherches en Côte d'Ivoire avec Guillaume Zéré et Delphine Blas. Après le premier cas découvert en 1986, le monde entier s'est activé à rechercher le remède du sida. La Côte d'Ivoire, faisant partie des pays ouest-africains les plus touchés, a mis en place, en collaboration avec la France, un organisme, le programme PAXI,
pour participer aux recherches ici en Côte d'Ivoire. Le programme PAXI, qui représente l'Agence nationale française de recherche sur le sida et les hépatites virales. Les recherches du PAXI portent essentiellement sur la prévention. Nous avons fait un essai que nous avons appelé l'essai cotrimoxazole Côte d'Ivoire, en abrégé Cotrimoxi, qui a débuté en 1995 et qui était censé rechercher l'efficacité d'un antibiotique connu dans la prévention des affections opportunistes liées au VIH-Sida. La PTME, la prévention de la transmission mère-enfant, est aussi au centre de ces recherches. PAXI a mené plusieurs études sur la diminution de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, que nous avons abrégé les projets d'ITRAM. Nos travaux ont permis, même à l'Organisation mondiale de la santé, de guider les recommandations. L'importance des travaux réalisés en Côte d'Ivoire a permis au programme PAXI d'étendre sa collaboration avec des pays du Sud et d'autres pays du Nord, comme c'est le cas avec l'Université d'Harvard aux États-Unis. Une collaboration scientifique qui n'exclut pourtant pas dans ses recherches la prise en compte de la médecine traditionnelle. Le praticien de médecine traditionnelle aujourd'hui ne prétend pas guérir le VIH-Sida, mais il a des médicaments très efficaces pour anéantir les maladies opportunistes. Notre objectif à nous, c'est d'identifier les plantes médicinales proposées par les tradithérapeutes et voir comment c'est administré. Et puis, dans le même temps, faire les examens biologiques classiques pour voir si effectivement les patients qui avouent prendre cette médecine traditionnelle ont des effets bénéfiques. On dispose aujourd'hui de nombreux traitements contre le sida, mais malheureusement, aucun ne permet de guérir de cette maladie. En quelques années pourtant, la recherche a fait d'immenses progrès. En Côte d'Ivoire, les recherches avancent avec l'appui des partenaires internationaux. La ville de Daloa a aussi célébré cette 28e journée de lutte contre le sida. L'accent a été mis sur la sensibilisation de la maladie, nous dit Thérèse Tapé-Yoboui. C'est à la place pétanque de Daloa que les acteurs de la lutte contre le sida dans le Haut-Sassandra se sont donné rendez-vous pour célébrer la 28e journée mondiale de la lutte contre le sida. Une occasion choisie par la représentante de l'Agence ivoirienne de marketing social, AIMAS, pour appeler les acteurs de la lutte contre le sida à redoubler d'efforts pour éliminer la transmission du sida de la mère à l'enfant. Face à la prévalence élevée du VIH au niveau régional, 2,2%, et la féminisation de la pandémie, le directeur départemental de la santé a rappelé que le gouvernement ivoirien s'est engagé à apporter des solutions concrètes pour atteindre l'objectif de 0 décès lié au VIH. En 2014, puisque nous avons fait le bilan de 2014, nous nous sommes retrouvés avec 5 000 séropositifs. Et sur les 5 000, il y avait 22% sexe masculin et 70% les femmes. Vous voyez que les femmes sont plus exposées. Au niveau de Daloa, nous sommes à 2,2%. Mais on ne doit pas s'estimer heureux parce que 2%, c'est vraiment des malades qui sont là. Et donc, il faut maintenir ce cap-là pour ne pas remonter. Il faut maintenir et puis peut-être descendre. La célébration de cette journée à Daloa a été marquée par un gigantesque défilé des acteurs de la lutte contre le sida dans le Haut-Sassandra. Hors de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso qui a un nouveau président, il s'appelle Roch Marc Christian Kaboré. Il a été élu hier dès le premier tour avec plus de 53% des suffrages. Les résultats provisoires ont été proclamés dans la nuit d'hier. Son principal rival, Zéphirin Diabré, a reconnu sa défaite. Il est allé le féliciter. Revenons sur ce qui fait l'actualité dans le monde. La 21e conférence sur le climat qui se poursuit à Paris. La Côte d'Ivoire est bien représentée dans la capitale française. Des stands ont été dressés. Ils ont été visités aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Voyons cela avec notre envoyé spécial, Abiba Dambélé-Saoui. Du 30 novembre au 11 décembre, l'avenir de la planète se décide à Paris. 150 chefs d'État, à travers leurs déclarations, unissent leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique.
Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux aux côtés de ses pairs africains. Le président ivoirien s'est engagé à poursuivre les efforts de la Côte d'Ivoire face à la menace que représentent les gaz à effet de serre. Il l'a réaffirmé lors de sa visite au stand Côte d'Ivoire, situé au pavillon numéro 2. L'Afrique est en force pour marcher vers un monde plus propre, n'est-ce pas, avec des énergies renouvelables et surtout avec des financements, n'est-ce pas, pour nous permettre de nous industrialiser à notre tour, mais de ne pas contribuer à la pollution mondiale. Nous faisons très peu d'ailleurs, le continent a une contribution de 3 à 4%. Bien évidemment, les grands pays pollueurs, les 14 grands du G20 font 80% de la pollution mondiale. Et nous voulons qu'il y ait un accord à cette conférence, c'est important. D'abord, ça montrera que le monde est solidaire de la France après ces attentats terribles que donc la France a vécu et que nous devons également faire en sorte que cet accord soit contraignant, soit révisable en le renforçant et qu'il y ait des financements au bout pour permettre aux pays en développement, aux pays émergents de pouvoir se développer avec de l'énergie propre. Nous connaissons les conséquences nombreuses chez nous, des pluies diluviennes, un peu de sécheresse ici et là, l'érosion maritime, tous ces fléaux. Nous devons tout faire pour que l'augmentation des températures soit contenue à 1,5-2 degrés au maximum Celsius. Nous sommes optimistes, nous pensons que nous devrions avoir un accord. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030 et cette proportion pourrait atteindre 36% si un appui financier était obtenu. D'ores et déjà, le président français François Hollande a annoncé ce mardi un plan pour l'Afrique, 2 milliards d'euros pour aider le continent à se lancer dans les énergies renouvelables. Ce financement s'ajoute à la promesse d'un fonds vert d'un montant de 100 milliards de dollars par an. La Côte d'Ivoire compte également porter sa part d'énergie renouvelable dans son mixte électrique à 16% et mettre un coup d'arrêt à la déforestation, s'engageant ainsi à mieux gérer ses forêts et à concrétiser le concept agriculture zéro déforestation. En marge de la COP21, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec le Premier ministre français Manuel Valls, qui l'a félicité pour sa brillante réélection. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby.